Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Creveillé et je reçois aujourd'hui Marilène Delbourg-Delfis. Bonjour Marilène. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Merci aussi au studio Podspace de Station F qui nous reçoit aujourd'hui parce que pour ceux qui nous regardent habituellement, comme vous le remarquez, on n'est pas dans notre studio à Saint-Cloud, mais pour quelques semaines, pendant que notre studio se refait une beauté, on utilise des studios extérieurs. Donc, merci Podspace de nous accueillir. Je vais lire ta bio, Marilène, qui est riche. Tu es donc une entrepreneure en série. En 1987, tu étais l'une des premières femmes européennes à fonder avec Guy Kawasaki une entreprise technologique dans la Silicon Valley. Tu as ensuite été PDG de 3 autres entreprises et tu as également accompagné, et tu accompagnes depuis, encore de nombreuses sociétés de toute taille en tant que shadow CEO, qu'on pourrait dire PDG de l'ombre. Donc, je pense que tu accompagnes des PDG discrètement, mais efficacement. Tu es membre de conseils d'administration ou conseillère en stratégie dans des domaines variés, analytique et big data, intelligence artificielle, réalité virtuelle, gestion des processus métiers, gestion de cloud, transformation numérique, gestion des talents, etc. Tu es également une auteure prolifique. Tu as rédigé de nombreux articles en tant que journaliste et blogueuse avant de créer ta propre entreprise technologique. Tu avais déjà publié en français 5 ouvrages sur la mode, consacrés notamment à Jean-Paul Gaultier, à l'histoire de la mode, de la parfumerie moderne et des dandys. Et à partir du milieu des années 2000, tu as traduit et ou rédigé les préfaces de 10 ouvrages business à l'intention des entrepreneurs francophones notamment, ceux de Guy Kawasaki, Seth Godin et Robert Scoble. Et en 2018, tu as publié en anglais et en français « Tout le monde veut aimer son travail », que je montre, que j'ai lu en 2018. Et ton ouvrage le plus récent sur l'innovation, « Beyond Eureka, The Rocky Roads of Innovating », est paru en juin 2024. Et en gros, ça veut dire au-delà de Eureka, les chemins escarpés de l'innovation. C'est ça, oui. Tu es ancienne élève de l'école normale supérieure, tu es docteur en philosophie. En 2018, tu as été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Et en 2023, tu as reçu le Women Leadership Award décerné par la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. And last but not the least, tu es la mère de Sophie Delfis, chanteuse d'opéra et animatrice de la chaîne YouTube Bibliosophie, dédiée à la littérature. Merci Marilène d'être venue me voir. Merci à toi surtout. Comment on se connaît ? Alors, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas directement. Il se trouve qu'en 2018, j'ai acheté ce livre qui m'a été dédicacé par Gilles Poirieux, qui avait fait la préface de ton livre. Et j'ai reçu Gilles il y a quelques semaines, et puis ça m'a reconnecté à toi et à ce livre. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et sur LinkedIn, je t'ai proposé, tu m'as dit, je suis de passage à Paris, pourquoi pas ? Et donc, le genre de rencontre que j'adore. Donc, vraiment un grand merci. Et merci pour ta réactivité, surtout. En fait, j'ai vu ta photo avec Gilles. Et bon, d'abord, ça m'a fait plaisir de voir Gilles. Donc, voilà. Et voilà. Et ça s'est fait de manière très fluide. Et très rapide, surtout. Très rapide, oui. Donc, vraiment, ça devait arriver. On a un rituel dans Résonance. Si tu veux bien piocher une question et me l'attendre, je vais te la lire. Qui pourrais-tu remercier de t'avoir aidé récemment ? Récemment, beaucoup de gens. En réalité, je suis toujours reconnaissante à tout le monde. Et donc, récemment, ça serait par exemple toi qui m'invite. Voilà. Merci, Hélène. Ma vie consiste à remercier toujours les gens et je ne prends jamais pour acquis la moindre gentillesse de quiconque. Donc, aujourd'hui, c'est toi que je remercie. Merci de ce merci qui me touche. J'aime beaucoup la gratitude, donc je suis très sensible. Effectivement, rien n'est acquis et je suis très sensible à ce que tu viens de dire. On est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Ta définition, toi, de l'expérience collaborateur, ce serait quoi ? C'est un énorme sujet. Ouais. L'expérience collaborateur, quand même, d'une manière générale, c'est l'ensemble des perceptions et des opinions qu'un collaborateur peut avoir dans un environnement de travail. Mais cette expérience varie en fait au cours du temps. L'expérience collaborateur a des nuances selon le cycle de vie.
Donc, ça part du recrutement à l'onboarding, l'intégration, pardon. Oui, ça fait 40 ans que Marilyn vit aux États-Unis. Donc voilà, il y a pas mal de petits mots qui vont peut-être arriver en anglais. Je pense à la carrière elle-même, à l'évolution de la carrière, aux évaluations ou non-évaluations, aux évolutions latérales, à la formation, et puis finalement à l'offboarding quand on quitte la boîte. Donc l'expérience collaborateur, en fait, est multiple. C'est dans un cycle de vie. Et j'aime bien mettre l'accent, je ne vais pas discuter de l'expérience collaborateur à tous les niveaux, mais je mets l'accent sur le recrutement. La première expérience collaborateur, c'est la manière dont on est recruté. C'est-à-dire que il y a deux façons de recruter. Si on est recruté pour remplir un trou, on reste dans le trou. Et on aura dans l'entreprise une vue très, très limitée. Parce qu'on est un bouche-trou, on n'est rien d'autre. Donc, c'est pour ça que je recommande que dans le recrutement, on engage le reste de l'équipe à aider au recrutement. C'est-à-dire qu'on peut définir un poste, c'est vrai, mais dès qu'on a des candidats viables, il est très important de les faire interviewer faire l'entretien par plusieurs personnes qui travaillent dans la même équipe. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y ait qu'une personne pour interviewer un candidat, c'est le début de l'absurdité. Si plusieurs collaborateurs interviewent les candidats ont déjà une idée de ce qu'est l'entreprise, de ce que va être la culture d'entreprise. Et il ne sera pas un bouche-trou. Et dès le début, en fait, il a une idée de la culture de l'entreprise. Donc pour moi, pour l'expérience collaborateur, le point capital, central, primordial, c'est la manière dont on recrute. Alors dans mon livre, effectivement, j'ai fait tout un chapitre sur le recrutement. On ne recrute pas pour un manager, on recrute pour une équipe et pour une entreprise. Et c'est peut-être même dans les deux sens, parce que j'avais eu l'invité du podcast, il me semble que c'est Martin, je ne sais plus, mais qui me disait, lui aussi, de toute façon, quand l'équipe recrute, il dit, est-ce que déjà, vous voyez-vous travailler avec cette personne ? Exactement. Est-ce que vous iriez boire un coup ? Est-ce que vous iriez boire un verre en fin de journée avec cette personne ? Exactement. Et il disait que souvent, quand on se pose la question, et qu'on se dit... oui, il dit que régulièrement, quand finalement, ils ont tranché que non, donc c'est dans les deux sens, le fait qu'effectivement l'équipe recrute, mais... Et on est recruté par une équipe. Exactement. Donc je trouve que... C'est d'autant plus important qu'on travaille très rarement seul. Et l'équipe qui recrute, qui aide à la venue de la nouvelle recrue, veut avoir raison dans le recrutement. Donc aide dans l'onboarding. Et du coup, tout le monde a intérêt au succès de tout le monde, dès le début. Je disais, je lisais dans ta bio, tu es passé de prof de philo à CEO, donc un bon grand écart. J'ai dit, tu as été une des premières femmes européennes à avoir lancé une entreprise de tech dans la Silicon Valley, où tu travailles depuis 40 ans, tu vis et tu travailles depuis 40 ans. Tu as monté plusieurs startups, tu accompagnes aujourd'hui des entreprises avec un chiffre d'affaires de 15 millions à 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur le management ? Que c'est difficile. Il faut qu'il faut avoir en tête les deux aspects importants du management. Il y a un aspect, je dirais, technique et techniciste, qui consiste à connaître les finances, à savoir comment gérer l'équipe commerciale, à savoir prévoir, planifier, etc. Donc c'est l'aspect, je dirais, techniciste. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect humain. Et ça, c'est l'aspect le plus difficile. Donc, au cours de ma carrière, j'ai appris à vraiment bien équilibrer les deux. Comment on fait ça ? En fait, on se fait rappeler à l'ordre par vos collègues quand on commence une boîte. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand j'ai monté la boîte, j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris la finance, la comptabilité. J'ai appris à écouter les clients potentiels. Enfin bref, tous les rouages d'une boîte, quoi. Donc, c'était assez nouveau pour moi. C'était même très nouveau pour moi. Donc, en fait, j'ai improvisé mon propre MBA, quoi, quelque part.
Mais très vite, j'ai une de mes collaboratrices, ma directrice financière, qui me dit, elle me rappelle alors, elle me dit, tu sais, on ne peut plus te parler. Et quand on te parle, tu n'as pas l'air d'écouter. Et ça m'a fait un choc, parce que je pensais que j'étais quand même assez ouverte. En fait, je ne l'étais pas. Et j'en ai pas voulu, en fait. Je suis incroyablement reconnaissante qu'elle l'ait fait, parce que subitement, ça m'a rappelé une expérience antérieure. Quand j'étais prof de philo, précisément. J'avais mis carrément aux oubliettes mon expérience de prof de philo, considérant que, bon, prof de philo et créer une boîte, c'était quand même deux choses très, très différentes. En réalité, ça ne l'était pas. Quand j'ai commencé à enseigner la philo, j'ai commencé à faire des cours magistraux et à faire des cours sur le même modèle que les cours que j'avais subis moi-même comme élève en terminale, où je me rasais littéralement. Et je reproduisais ce modèle. Et au bout de 3-4 semaines, je voyais mes élèves de terminale A, à l'époque, je ne sais pas comment on dit maintenant, me regarder l'air perplexe, sans expression. Et moi, je m'ennuyais moi-même, en fait. C'est-à-dire que non seulement mes élèves se rasaient, ça cliquait pas, quoi. Et moi aussi, c'était un peu le cauchemar. Et là, j'ai inversé la vapeur. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour retrouver un peu une lueur dans leurs yeux? Et d'un seul coup, en pensant au regard qu'ils avaient sur moi, à l'époque, c'était une 30aine d'élèves, j'avais 30 paires d'yeux sur moi. Et d'un seul coup, ça a changé ma propre identité. Je voulais retrouver une lueur dans leurs yeux. Donc, ça m'a changé. Et je changeais complètement la méthodologie de travail. Donc, et c'est là que je me suis aperçue que, quelle que soit l'activité qu'on a, on doit être heureux d'avoir le regard des autres parce qu'on améliore son élasticité mentale, en quelque sorte. Et d'un seul coup, finalement, je me suis dit, mais je peux apprendre énormément de mes employés. Et je suis passée du rôle de chef au rôle de guide. Donc ça, c'était une expérience absolument capitale. Tu peux nous dire juste, entre chef et guide? Le chef pense diriger d'une main de fer. Le guide écoute et oriente. Et c'est le vrai sens du mot management. On redécouvre le sens du mot management. On utilise maintenant ce terme anglais dans la langue française depuis une vingtaine d'années. Parce que quand j'ai commencé à traduire les bouquins, je me disais, on va parler de gestion, d'administration, etc. Maintenant, on utilise le mot management. Mais le mot management vient en fait d'un mot français, le mot manège, et qui vient lui-même du vieux français manager, mesnager, et qui voulait dire tenir les rênes d'un cheval pour le diriger. Et en fait, on dirige, c'est une métaphore, c'était utilisé dans l'équitation. Et on dirige bien un cheval quand on crée la confiance avec le cheval, quand on écoute le cheval. Et au lieu de tirer sur les rênes d'une main de fer. Je réponds à ta question? Oui, carrément. Et puis j'ai fait ça me connecte parce que j'ai fait une séance d'équi-coaching. Oui. Et on voit bien que effectivement le cheval, en fait, on lui fait pas faire ce qu'on veut. Exactement. Effectivement, tant qu'il ne nous sent pas entre guillemets en confiance. Exactement. Il faut créer la confiance. Ouais. Et donc j'ai appris assez tôt dans ma carrière que manager, c'est créer la confiance. Tu as fait de l'empowerment un fil rouge de ton parcours. Comment tu le définis aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça change concrètement pour les équipes? Qu'est-ce que c'est ce mot finalement? Ça change tout. Alors, est-ce qu'il y a un mot français pour empowerment? Alors, ça a été traduit littéralement par empouvoirment. Je trouve que c'est pas très très heureux. Pas très joli. C'est pas très joli. Comme souvent, le mot anglais est souvent beaucoup plus joli. À la base de l'empowerment, il y a un sentiment d'appartenance à une entreprise. Et donc, le sentiment d'appartenance comporte au moins 4 éléments. La sécurité psychologique, c'est-à-dire que quand on ouvre la bouche, on n'a pas peur d'être ridicule et on ne va pas se faire casser la figure avec des termes « je ne suis pas d'accord », des gens qui vous hurlent dessus, finalement en vous obligeant à fermer votre clapet. Deuxièmement, il y a la fiabilité, c'est-à-dire le fait que mes collègues peuvent compter sur moi, mais je peux aussi compter sur eux.
il y a la clarté dans les objectifs, dans l'encadrement, dans la mission. Et il y a aussi le sentiment d'impact du travail. C'est-à-dire qu'on voit le travail non seulement dans la tâche à accomplir, mais dans la position de la tâche par rapport à un plus grand ensemble. Donc, cet impact du travail, il est vraiment très important. Parce que si on vous dit tu fais ton job, c'est normal, très très rapidement, on a l'impression d'être banal. Très rapidement, on n'a plus le sentiment d'être quelqu'un. Très rapidement, on n'a plus de respect pour l'équipe et on n'a plus de respect de soi. Donc, on baisse les bras. Donc, l'empowerment, c'est garder ce sentiment d'appartenance personnelle, interpersonnelle et collectif. Et comment on arrive à faire ça? Quand on a un dirigeant ou un manager, comment on arrive à faire ça? En fait, les dirigeants doivent penser à la constitution des équipes. Au lieu, quel que soit, même si l'équipe, même si c'est une organisation horizontale, qu'elle soit hiérarchique ou horizontale, l'important c'est de veiller à ce que les équipes soient cohérentes et qu'il y ait un nombre relativement limité de personnes dans chaque équipe, autour d'une dizaine, peut-être 12. Par cohérent, qu'est-ce que tu veux dire par une équipe cohérente? Qu'il y ait en fait un but à cette équipe, que l'équipe fasse quelque chose qui fait sens et qui est intégré dans un ensemble. Et fasse pas simplement un petit bout de machin sans savoir à quel environnement ça appartient. Et donc, dans une équipe, le bon nombre, c'est 10, 12, quelquefois moins, ça peut être un peu plus, mais un nombre quand même relativement limité. Parce que dans une équipe de 10 personnes, chacun connaît tout le monde. Et ça, je vais faire un petit peu de maths là. Dans une équipe, dans une start-up, quand on arrive à une start-up, on voit par exemple 10 personnes. Une personne représente un dixième. Mais en réalité, elle représente beaucoup plus. Parce que ce qui fait le sens de la connexion avec les autres, c'est l'ensemble des liens qui existent dans le groupe. Et le nombre de liens, le calcul, c'est n multiplié par n moins 1 divisé par 2. C'est comme ça que ça marche sur LinkedIn. C'est la manière de calculer les connexions. Donc, dans un groupe de 10, quelqu'un qui ne représente qu'un dixième représente en réalité 100%. Donc, connaît tout le monde. Et c'est pour ça que quand on arrive dans une petite boîte, la secrétaire vous donne l'impression d'être le boss. C'est un point. Donc là, c'est le maximum d'empowerment. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenir à ce groupe. Dès qu'on est 30 personnes, on représente un certain pourcentage, on est une personne sur 30, oui. Mais le sentiment de collectivité tombe à 10%. Parce qu'on est 45 de 435 liens possibles. Et très vite, on a le sentiment qu'on ne compte plus. Donc ça, c'est un point, ça peut être un point très très grave. Alors quand on est 1000, on est 0,1% de 1000. Et surtout, en termes de connectivité avec l'ensemble, on est 0,01. C'est-à-dire on est que dalle. Donc, on s'aperçoit que l'empowerment, c'est très, très important parce que le non-empowerment est catastrophique. C'est le moment où on dit, bon, de toute façon, quoi que je pense, c'est comme pisser dans un violon. Pardon pour l'expression. Et donc, ce qu'il faut restaurer, c'est la possibilité pour des groupes de se connecter à d'autres groupes, de travailler en tandem avec d'autres groupes, d'avoir des manifestations, des groupes de travail, ou bien d'avoir des fêtes en commun, ou d'avoir des clubs en commun, ou par exemple, puisqu'on est pendant l'été, si on est au bord de la mer, d'aller nettoyer les plages ensemble. Où en fait, on reconstitue le tissu social et le tissu humain. Parce que sinon, on baisse les bras. On a l'impression de ne rien compter, de compter pour rien. Et c'est pour ça que même dans les startups, au-delà de 30 personnes, il y a une menace, rien ne marche plus. Tout le monde abandonne. Mais on voit qu'il y a des caps dans les entreprises.
effectivement, le cap des 50. Enfin, il y a différents caps où ce qui fonctionnait quand même très bien et presque nativement, naturellement, en fait, il faut l'organiser. Il faut le réorganiser. Parce que ça ne fonctionne plus naturellement. Il faut s'arranger pour que les gens appartiennent à plusieurs networks, plusieurs réseaux à la fois. Donc avec des projets transverses, avec des choses comme ça. Avec par exemple. Okay. Et donc très vite, par exemple, si une boîte est bien organisée, à 500 personnes, on peut avoir plus de connectivité entre les gens qu'à 50. En faisant plus de groupes, de petits groupes. Plus de petits groupes qui peuvent travailler ensemble. Ou bien en organisant, par exemple, pour une équipe commerciale, de passer une journée chez les techs pour un peu mieux comprendre. Ou bien que l'équipe de marketing aille bosser un peu avec les techs pour éviter de raconter des conneries. Voilà. Ou que les commerciaux aillent bosser à la relation client, par exemple. Par exemple. Pour voir que c'est pas facile. Exactement. Mais c'est vrai pour tout le monde, quoi. Ouais, oui. Parce que sinon, chacun reste dans sa bulle et se fiche du reste. Et donc, par exemple, les gens au support technique, ils sont solitaires parce qu'ils savent pas exactement si le groupe de développement va répondre à leurs attentes. Parce que pour les gens du technique, corriger un bug, ça, c'est dans une liste de bugs. Donc, ils ont leurs priorités. Ils ne peuvent pas vivre avec les priorités des autres. Je réponds à ta question ? Oui, complètement. En tout cas, ce que je retiens, c'est plutôt des petites équipes, même plein de petites équipes. Oui. Mais en tout cas, ensuite, on est en petite équipe. Entre nous, on se connaît très bien. Et ensuite, on va se connecter à d'autres équipes à l'occasion d'autres manifestations extra-professionnelles ou professionnelles. Et on reviendra peut-être sur le sujet. Et il faut aussi favoriser l'évolution latérale. OK. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est un centre d'appel, il est super bien placé pour devenir commercial un jour. Alors que ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Mais pourquoi pas ? Oui, non, mais complètement. Quelqu'un qui est en centre d'appel, qui a les bugs tous les jours, les problèmes tous les jours. Déjà, il est complètement épuisé au bout de 2 ans, 3 ans. Il a ras-le-bol. Parce qu'il ne croit plus en produit. Il ne croit plus à rien du tout. Quand on le met dans la position de vendre, en fait, il s'est évité tous les pièges à con déjà. Et il vend différemment. Et il vend très très bien parce qu'il devient enthousiaste. Il a besoin d'être enthousiaste. On lui recrée son enthousiasme. Oui, donc là, tu parles d'évolution horizontale, c'est-à-dire que des gens prennent dans l'évolution des compétences, tu dis que faire des passerelles sur des métiers, c'est capital. C'est recommandé. Oui. C'est capital. Et on s'aperçoit que, par exemple, les gens du technique peuvent être fantastiques en marketing. J'ai eu la chance dans mes boîtes d'avoir toujours des gens d'origine technique pour faire du marketing. Parce qu'en général, les gens du marketing disent ou bien les gens du technique ils se moquent. En réalité, si on demande à un ingénieur de faire un deck pour le marketing, les 2 ou 3 premiers essais, ça craint un peu. Et puis après, il se dit, il veut briller. Il veut mettre son produit en valeur. D'un seul coup, il dit, ah oui, je sais vraiment ce que je fais. Et il fait un truc bien plus pointu, beaucoup plus marrant, beaucoup plus intéressant que ce que ferait un marketing qui ne connaît pas la technologie. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des passerelles. C'est important. Très important. Et à la fois aussi peut-être pour la motivation, c'est ça que tu dis. Oui. Pour que les gens, si on veut qu'ils restent dans la boîte. Parce que peut-être l'écueil parfois, c'est que quand on a quelqu'un qui est très bon à un rôle, en fait, on veut pas qu'il s'en aille. Le manager veut pas, parce qu'on se dit, il est très bien là. Si on l'enlève, qu'est-ce qu'on va faire après ? Qui on va mettre ? On va pas trouver pour le remplacer. Et du coup, c'est un peu, ça freine. C'est la catastrophe en réalité. Je ne sais pas si en français on a une expression correspondant au talent hoarding, c'est-à-dire de garder les talents pour soi. Et pour la rétention. Rétention. Et ça, c'est les managers qui veulent que leurs subordonnés restent dans leur département. Et à tel point que quand ils font, par exemple, les évaluations tous les 6 mois ou tous les ans, ils sous-estiment la valeur de leurs très bons employés pour éviter qu'ils aillent ailleurs. Jusqu'à ce point-là ? C'est très fréquent. C'est très, très fréquent. Ils les empêchent d'aller voir ailleurs, de regarder. Ils cachent l'existence de postes ailleurs. Et les employés ont peur d'en parler au manager, évidemment, en disant « Moi, j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien faire telle chose ». Et la plupart des managers
en fait, comme une sorte d'étau, de boisseau plutôt, sur les gens qui le rapportent. Et c'est pour ça que la plupart des gens quittent les boîtes à cause de leur manager, et non pas à cause de l'entreprise. Les managers oublient que les employés travaillent pour une entreprise, ils ne travaillent pas pour eux. Mais les managers, ils sont aussi souvent quand même pris en étau. Entre la direction qui dit quelque chose, c'est un peu la double contrainte aussi. Parfois, les managers, ils sont un peu pris, eux aussi, en étau, non? Oui, mais alors, bien sûr, si tous les managers sont pris en étau, mais en réalité, s'il y a une fluidité à l'intérieur d'une structure, on trouve quelqu'un d'autre à l'intérieur de la structure. Et des gens qui ont déjà la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que l'important, et c'est pour ça, quand on parlait de l'expérience collaborateur, l'important, c'est de penser qu'on engage pour l'entreprise et non pas pour une position et un manager simplement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des gens qui correspondent à ce qu'on cherche, mais qui sont peut-être aussi un petit peu différents, qui ont une capacité à apprendre d'autres choses. Parce que sinon, on n'a que des gens qui ont déjà fait les choses. Et on fait toujours un peu plus de la même chose. Oui, et un peu plus de la même chose. Mais ça ferait l'innovation. Qui s'ennuient. Oui, en plus. Et donc, qui ne vont pas être impliqués dans leur job. Parce qu'ils sont bloqués, ils sont dans le trou. Ouais. Tu as écrit ce livre que je remontre, Tout le monde veut aimer son travail. Je te le disais tout à l'heure en off quand on s'est retrouvés. Moi, je l'ai lu en 2018. Alors bon, je ne me souviens pas de tout, mais en tout cas, je le trouvais assez avant-gardiste. Et finalement, il reste très actuel. Merci. Je vous invite à le lire. Bon, modulo quelques axes comme le télétravail qui, évidemment, s'est accéléré avec le Covid, des choses comme ça. Mais déjà, pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Et qu'est-ce qui, d'après toi, a évolué depuis 2018 par rapport à ce livre? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué en réalité. Je vais parler un peu du télétravail tout à l'heure. En fait, je parle du télétravail, pas mal, pour un livre fait en 2018 déjà. Déjà, le titre, peut-être. Les livres sont souvent, pour les employés, sont des livres de RH. C'est dans le genre comment faire pour être recruté, enfin, plein de recettes de grand-mère, quoi. Ou bien, c'est des livres de management, donc ils ne parlent surtout pas des employés. Ou bien, c'est des livres sur le droit du travail, où en fait, on explique toutes les revendications de la planète qu'on pourrait avoir. Quand je dis tout le monde veut aimer son travail, c'est presque... Je veux tirer un peu la sonnette d'alarme. Parce que tout le monde s'est habitué à ce que les gens n'aiment pas leur travail. C'est 70% des gens qui n'aiment pas leur boulot. Et donc, plus ou moins, il y a des gens qui le détestent, mais les gens disent pas « Oh, j'adore mon boulot », c'est quand même assez rare. Et les gens s'ennuient comme des rats morts, sont malheureux. Et c'est quand même tragique quand on pense qu'on passe... en France, 25% de sa vie éveillée au travail. Même, et donc, finalement, le travail, c'est toujours une forme de corvée obligatoire pour gagner sa vie. Alors que, pourquoi ne pas aimer les 25% de sa vie? Bah oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est quoi faire, comment organiser les équipes, comment recruter différemment, comment, quand on est PDG, considérer qu'on n'est pas juste à la tête, on doit être dans les tranchées, et on doit pouvoir parler à tout le monde. Et comment, quand on est PDG, on doit se faire un devoir, finalement, de rencontrer tous les employés. Et c'est vrai, quelle que soit la taille de l'organisation, parce que même les très, très grosses boîtes, évidemment, quand il y a 40 000 employés, on ne peut pas. Mais les très grosses boîtes sont faites plein d'unités légales, de business units. Et donc, il est impensable de ne pas avoir rencontré au moins une fois tous les employés. Mais les gens ne sont pas habitués, ils ne sont pas dit, ce sont des êtres humains comme moi. Donc, je mets l'accent sur comment, en fait, connecter avec les gens, comment faire en sorte que les gens se sentent valorisés quand ils travaillent. Parce que la tendance des entreprises, c'est de se dire, bon, je vous fais une faveur de vous engager. Mais, OK, effectivement, c'est une faveur parce qu'on gagne sa vie. Mais en même temps, on pourrait aussi voir que c'est parce que quelqu'un a de la valeur qu'il ajoute à la valeur de l'entreprise. Okay. Donc la valorisation, c'est pas dans le genre de faire du copain-copain, du gentil. C'est mettre l'accent sur la valeur des êtres humains
parce que c'est l'outil de la valorisation dans l'entreprise. Donc, je développe tout ça et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a les mêmes progrès à faire qu'en 2018, en réalité, dans beaucoup de cas, parce que les entreprises ont peur des employés. Et plus on a peur des employés, moins les employés se sentent concernés. C'est un peu le cercle vicieux. D'autant que la tendance est quand même un petit peu inversée, parce qu'avant, c'est vrai que l'employeur te faisait une faveur, comme tu dis, de t'embaucher. Aujourd'hui, la tendance, comme je dis, c'est inversé. Les employés, les collaborateurs ont quand même plus de choix. Donc, la faveur, elle devient de plus en plus réciproque, malgré tout. En France, en tout cas. Tant mieux, il y a moins de chômage, peut-être. Exactement. Mais c'est pas aussi ouvert que ça. Ça dépend peut-être des postes aussi, quand même. Mais donc, quand je dis tout le monde veut aimer son travail, j'essaie de lutter contre le désengagement, finalement, vis-à-vis de l'entreprise. Okay. Concernant le télétravail, j'y consacre quelques pages, comme tu as pu voir, et parce que je considère que si les gens aiment l'entreprise et la culture d'entreprise, la flexibilité est une chose primordiale. Ils peuvent travailler de n'importe où. Et ils sont rarement tirés au flanc, parce qu'en réalité, je l'ai observé dans mes propres boîtes et dans les boîtes que j'aide, quand les gens travaillent de chez eux, ils peuvent, vaquer à des occupations ménagères ou personnelles assez facilement. Mais en fait, ils travaillent ou plus tôt ou plus tard. Mais ils font plus d'heures de travail. Et ils sont beaucoup plus impliqués dans la vie de la boîte. Ils ne veulent pas avoir l'air de tir au flanc. Donc, la flexibilité du travail peut être un immense avantage pour les entreprises. Et ce qui est un peu désolant, c'est que d'un seul coup, après le Covid, il y a eu un maximum de flexibilité parce qu'il n'y a pas le choix. Imposé, oui. Imposé. Maintenant, les entreprises expliquent que il faut revenir au travail parce que c'est plus facile pour la collaboration avec les collègues, c'est mieux pour la culture d'entreprise, etc., etc. Mais pourtant, ces entreprises qui, d'un seul coup, parlent de la culture d'entreprise, sont des entreprises où les gens ne sont pas heureux. Donc, d'un seul coup, on se met à vendre un truc qui n'existe pas pour faire revenir les gens au boulot. Donc, la solution, ça, c'est des solutions hybrides. Il y a probablement des cadres contractuels, individuels et aussi dans le droit du travail. Mais je crois que les entreprises sont perdantes quand elles refusent de considérer la flexibilité. Parce que ça, c'est vrai que c'est un mouvement qu'on voit en France. Là, aux États-Unis, il y a aussi un mouvement pour faire revenir les gens dans la boîte. Parce que d'un seul coup, ce que disent les boîtes, c'est on a peur que vous ne travailliez pas assez. En fait, le retour au lieu de travail, c'est on veut vous contrôler parce qu'on ne sait pas ce que vous faites. Et c'est l'absence de confiance dans les employés. Et moins on a confiance dans les employés, moins les employés ont confiance en vous. C'est un cercle vicieux. Et on retombe dans le même système qui fait que le désengagement est à 70%. Et surtout, peut-être, c'est aussi, on pénalise la majorité des gens pour quelques personnes qui, éventuellement... Les brebis galeuses. Voilà. Donc, pour les 3%, en général, on dit 3%. Donc, pour 3% de gens qui seraient hors du cadre, on pénalise 100%. Oui. Tout ça parce qu'on ne sait pas gérer les 3% qui, potentiellement, sont problématiques. Tout le monde est puni. Ouais. Et puis il y a toujours quand même l'imaginaire chez les dirigeants qu'il faut contrôler. Et en général, on veut contrôler quand on n'a pas de pouvoir. C'est fort. D'ailleurs, tu dis, on en a parlé tout à l'heure, la mobilité interne, pour toi, la mobilité horizontale, finalement, elle est essentielle, notamment pour éviter l'entropie, tu disais. Pourquoi c'est si déterminant pour toi pour la motivation ? Et qu'est-ce que ça implique en pratique pour les boîtes ? Alors, d'abord, de se rendre compte que lorsqu'on est 3 ou 4 ans dans le même job, on en a fait le tour la plupart du temps. Beaucoup de gens se sentent coincés, bloqués. Donc, la mobilité, c'est déjà montrer la disponibilité d'autres postes dans le reste de la société et de recruter en interne, de faire monter les gens en interne. C'est d'offrir des formations.
pour que les gens, faute d'opportunités, ne se tirent pas, ne partent pas. Parce que quand les gens partent d'une boîte parce qu'ils n'ont aucune possibilité ou bien d'évolution ou bien d'avancement, au bout de 4 ans, ils s'ennuient. Et ils en font de moins en moins. Donc, plus ils s'ennuient, moins tu as envie de travailler. Plus tu es malade. Plus tu es absent. Voilà. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, la mobilité latérale est absolument clé pour éviter l'entropie. Ça, c'est un point. Ça suppose de la formation. Mais il y a des budgets de formation dans les boîtes. Ça suppose aussi qu'on comprenne que les gens sont capables d'apprendre. Et qu'on ne recrute pas simplement pour une fonction à un moment donné du temps. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On recrute aussi des gens qui sont aussi capables d'apprendre. Exactement. Parce que si on recrute que des gens qui savent une chose à un moment donné, ben en fait, au bout de 4-5 ans, on risque quand même d'être un peu ringard, quoi. Et donc, ce sont des boîtes qui sont croûtes. Et c'est en général les boîtes qui génèrent cette entropie au niveau du personnel sont des boîtes qui ont en fait 2 autres causes d'entropie, donc je les développe dans ce livre, ce que j'appelle la stupidité fonctionnelle, où en fait tout le monde se dit c'est comme ça qu'on fait et ça a toujours bien marché, pourquoi faire autrement? Donc ça c'est là que les boîtes s'encroutent et que le monde évolue sans elles, okay? Ou bien une autre cause d'entropie, c'est ce que j'appelle, après Argyris, l'incompétence habile, où en fait on a une structure hiérarchique, mais ça peut être aussi dans les structures horizontales, où il y a des gens qui sont responsables de groupes, qui ne veulent jamais dire à un autre groupe que quelque chose ne marche pas, encore moins à leurs supérieurs. Et donc, il y a le manager qui dit les choses gentiment à son directeur, cache un peu les problèmes, le directeur cache un peu le problème au vice-président, et les vice-présidents cachent un peu plus le problème au PDG. De telle sorte que finalement, quand on arrive en haut, il y a peut-être plein de problèmes partout dans la boîte, il n'y a que les gens dans les tranchées à connaître ces problèmes, à en souffrir, et personne n'adresse les problèmes. Donc là, c'est l'entropie généralisée dans la boîte. Donc, une recommandation, c'est que quand on est PDG, il faut savoir faire ce qu'on appelle le management by walking around, parler aux gens dans les tranchées. Et donc, j'aime beaucoup quand tu dis dans les tranchées. Oui, et pour savoir ce qui se passe. Et, pour aller directement à la source. À la source, voilà. Et donc, si les managers, ça leur plaît pas, ça veut dire qu'ils font pas leur boulot de toute façon. C'est-à-dire que quand on explique à un PDG, ah non, mais ça, c'est pas votre problème. Non, mais... On va s'en occuper. On va s'en occuper, ça veut dire que personne s'en occupera. Parce que c'est vrai que dans les entreprises, notamment hiérarchiques, c'est vrai que les moyens d'évolution, souvent, en fait, les gens pensent que l'évolution, c'est nécessairement être manager. Sauf que plus on monte, moins des postes de manager il y en a, par définition. Donc, si on ne crée pas une évolution horizontale d'experts, avec une promotion, avec une augmentation, ça s'organise. Mais je dis ça parce que chez Xelia, par exemple, c'est ce que je travaille dans ta boîte, c'est extraordinaire. Exactement, voilà, il y a des référents qui ont un rôle de management, mais qui ne sont pas managers, qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sûr, mais qui en tout cas sont des coordinateurs et font en sorte que les choses se passent. C'est une forme d'évolution et c'est de l'intérêt du travail et ça donne du sens qui n'est pas nécessairement devenir manager. Et je crois qu'il y a des études en ce moment qui sortent sur le fait que les jeunes générations qui arrivent, manager, c'est pas du tout... pas leur truc. Non. De moins en moins... Et pour une raison simple, c'est que les gens jeunes sont très connectés. Donc, quand on est bien connecté, on n'a pas besoin, on a de l'influence et on n'a pas besoin de pouvoir. C'est quoi le lien? C'est intéressant, c'est le lien que tu fais entre influence et pouvoir. Quand on est beaucoup connecté, on se sent en lien avec plein de gens. Donc, on a une influence et on prend l'influence des autres. Quand on n'a pas d'influence, on va avoir du pouvoir parce qu'on veut pouvoir accabler les autres.
Pour être le chef. Pour être le chef, on va être le chef, oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit, et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, que dans les boîtes qui marchent mal, donc parce que j'ai fait quand même beaucoup de redressement de boîtes, c'est le redressement du business et en général le redressement de l'infrastructure humaine. On s'aperçoit que dans la boîte, les employés à la base savent très bien ce qu'il faut faire pour être compétitifs. C'est en haut qu'ils ne savent pas. Et alors, plus la base est jeune, plus ils sont courants de ce qui se passe. Mais personne ne leur demande leur avis. Donc c'est ça que tu viens dire dans les boîtes, oui. D'écouter un petit peu plus le terrain. Écouter le terrain, oui. Tu m'as partagé, quand on a parlé ensemble, tu m'as partagé un souvenir avec Arthur, donc ce collaborateur à la fois inattendu et en même temps, qui avait tout pour être écarté du chemin et qui pourtant a tout changé, en tout cas quelqu'un qui t'a marqué. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience ? Peut-être parle-nous un petit peu de cette expérience et qu'est-ce que tu en as retiré ? Alors Arthur, en fait son vrai nom c'était André Le Petit. Donc quand il utilisait notre produit, c'était une base de données relationnelle, la première base de données relationnelle sur Macintosh, c'était en France. C'est parce que j'ai commencé en France quand même la boîte. Alors dis peut-être ce que c'est une base de données relationnelle pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas des technophiles. C'est une manière d'organiser le savoir, les informations d'une entreprise. Ok. Donc, il arrivait, et donc quand on vend du software, on vend pas mal de bugs, on vend des problèmes. Et donc, c'était un client. Et il avait l'art de trouver des bugs. Donc, il arrivait, débarquait, c'était le début de la boîte. Hein. Il débarquait, c'était drôle parce qu'il avait des chemises de toutes les couleurs. Et alors, il arrivait en moto, il lançait sa sacoche sur la table, mais il déposait avec soin son casque de moto. Et puis, il disait « Ah, j'ai merdé ». Alors que c'était un de tes clients ? Non, c'était pas un client. Si, c'était un client. C'était un client. Parce qu'il s'accusait d'avoir trouvé les bugs. Puis bon, il était absolument... Et il racontait quel était le bug. Et en fait, il avait toujours trouvé un vrai bug. Donc, il y avait ce mélange de fantaisie dans la manière de raconter. Mais quand on l'écoutait, on avait à la fois une sorte de jubilation et de miséricorde. C'était... Et au bout d'un moment, en l'entendant, je me suis dit, mais ce type-là serait fantastique au support technique. Donc, j'ai demandé s'il voulait rejoindre la boîte. Parce que quand les gens ont fait l'expérience de bug, ils sont quand même de fantastiques personnes pour le support technique. Et il faisait merveille au support technique. Il écoutait les clients, un peu comme le médecin de famille écoute ses patients. Il faisait merveille. Et puis, progressivement, je l'ai emmené voir des grands comptes. Et même les gens les plus sérieux étaient amusés par cette personne qui se mettait à leur place, il avait une empathie extraordinaire. Et il fallait sa journée de travail. Et au bout de... Donc déjà, son interface était totalement différente de tout le monde, quoi, c'est clair. Hein. Et sa passion, c'était, après le travail, de découvrir les bases de données sur les gros systèmes. Parce que la base de données que je vendais, c'était sur le Macintosh. Donc, il étudiait les mini-computers, les large computers, les gros systèmes. Et à un moment, il dit, on devrait s'interfacer avec tous les gros systèmes. La première remarque, c'était, non, on est sur le Macintosh, l'ordinateur personnel. Puis surtout, à l'époque, le monde Apple était quand même très insulaire. On parle quand même des années 80. Et donc, ça, c'était en plus son boss direct, avec pas envie de le perdre. Mais bon, le dit Arthur continuait à regarder les bases de données en tout genre sur les gros systèmes, et il en parlait aux autres dans la société, et il racontait les systèmes operating systems, comment dire, les systèmes d'opération, comme si c'était des héros de bande dessinée, d'un seul coup, Unix, Ultrix, tout le monde était fasciné. Et c'est là que j'ai décidé, avec la complicité de ma directrice commerciale, d'acheter un VAX, qui était un mini-computer, et qui était à l'époque fait, c'était un truc très prestigieux à l'époque, et ça coûtait une fortune en plus, fait par Digital Equipment, qui n'existe plus, mais c'était une boîte très très connue. Et d'un seul coup arrivent des cartons et des cartons de documentation, un truc, c'était compliqué, quoi. Et Arthur, il bossait toutes les nuits.
Au bout de 3 semaines, il avait les yeux qui lui arrivaient au milieu des joues. Hein. C'était aussi simple que ça. Mais il était fou de bonheur. Et en fait, on a fait une interface entre notre base de données et les gros systèmes. Donc, la persistance, ces gens-là, ils sont fantaisistes, ils ont l'imagination, ils ont la capacité de transformer le plomb en or, en quelque sorte. Il a fini par convaincre tout le monde. Donc et ça a donné une nouvelle ligne de business qui a été absolument capitale pour le marché américain, en l'espèce. Et donc, au point qu'il y a des boîtes qui ont acheté des Macintosh pour cette base de données qui était 4e dimension. Donc, dans une terminologie moderne, on pourrait dire qu'Arthur était neuroatypique. OK ? Les fameux. Voilà, on pourrait dire. Et en fait, je crois que j'ai toujours eu tendance à aimer les originaux. Enfin, pour reprendre le titre d'un livre d'Adam Grant qui a, je crois, été traduit en français, les originaux, non ? Je ne sais pas. Je saurais pas te dire. Enfin, bon, mais on s'aperçoit que les neuroatypiques sont en fait des gens hyper faciles à manager. Parce qu'ils ont un focus, déjà. Les autistes, par exemple, ils veulent des choses bien organisées. Si un autiste se plaît pas dans une boîte, c'est parce que le travail est mal organisé. Okay. Si les gens à fort potentiel intellectuel se rasent dans une boîte, c'est parce que la boîte va pas assez vite et pas assez créative. Okay. Si les gens qui ont de la dyslexie ont un problème, c'est parce que ça ne va pas assez vite. Donc on s'aperçoit que les neuroatypiques, en fait, peuvent accélérer le rythme des sociétés. Donc j'aurais tendance à dire que la neuroatypie, c'est peut-être une maladie des normes sociales plutôt qu'un problème dans les entreprises. Donc, parce que les neuroatypiques, apparemment, constituent 15 à 20% de la population, mais ce sont des gens qui mettent l'ambiance. Et ce sont des gens qui sont faciles à manager quand on fait bien marcher la boîte. Intéressant, parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle souvent et j'ai eu plusieurs invités. Catherine Testa, qui a été diagnostiquée avec un TDAH à 35 ans et qui a quand même sa boîte. Et voilà, donc j'ai de plus en plus de gens, effectivement, qui témoignent de ça. On a parlé tout à l'heure du rôle des RH. En quoi, d'après toi, la fonction des RH doit évoluer ? Et vers quoi aussi ? Doit évoluer complètement. Bon, quand on parle des RH à des gens normaux, ils ont quand même une violente antipathie pour les RH. Il est rare qu'on dise « les RH de ma boîte sont extraordinaires ». C'est plutôt les bureaucrates, des empêcheuses de tourner en rond, les flics, etc. Moi, je déteste l'expression RH. Parce que déjà, les êtres humains ne sont pas des ressources. Ce n'est pas premièrement. Donc, dans mon livre, je parle plutôt de vice-président ou directeur des people. Okay. Parce que ça met l'accent sur ce que doit être les ressources humaines, c'est-à-dire de coacher tous les gens dans l'entreprise. Au passage, quand même, je voudrais dire que les RH qu'on déteste dans les entreprises, c'est pas la faute des RH, c'est la faute de la direction. C'est-à-dire que quand vos RH sont des flics, c'est parce que votre boîte est mal managée. Donc, c'est une faute du management, ce n'est pas une responsabilité des gens qui ont la fonction des RH. Donc, ma tendance, c'est toujours une revalorisation du rôle comme coach de tout le monde dans la boîte, que ce soit au bas de l'échelle et en haut de l'échelle. Donc, que les RH accompagnent aussi davantage les managers à comment on accompagne des gens. Exactement. Comment on accompagne les gens, comment on aide les gens à avancer. Que le responsable des ressources humaines doit pouvoir parler aussi bien à quelqu'un, ce que je dis dans les tranchées, mais aussi rappeler au PDG qu'il n'a pas reçu, qu'il y a pourtant une politique porte ouverte, mais qu'il n'a vu personne pendant 10 jours, sous prétexte qu'il avait des rendez-vous. Mais si on n'a jamais de rendez-vous avec les gens qui bossent pour vous, c'est quoi les rendez-vous ? Okay. Donc, j'aurais tendance à dire que le responsable des ressources humaines doit être un élément absolument clé dans l'entreprise, doit être aussi important que le Chief Technology Officer. Parce que d'un côté, il y a la technologie, et d'un côté, en fait, on n'est rien si les gens n'utilisent pas la technologie.
Un vrai business partner RH. Oui, ça a vraiment changé. Donc, ça devient un modérateur, ça devient... En fait, le RH s'assure que les choses tournent bien. Si par exemple, dans un appartement, quelqu'un est là depuis 4 ans, son salaire a évolué juste de, je sais pas, X% selon les cas, mais quelquefois, c'est insuffisant. Parce qu'on peut avoir engagé quelqu'un dans un poste semblable dans un autre département avec un salaire supérieur, par exemple. Donc, le RH fait attention à ce qu'on ne néglige pas la vie réelle des employés. Et l'équité. C'est ça, c'est la fairness, c'est l'équité. C'est Donc, ça devient un rôle très important. Tu as parlé de la technique et malgré les outils, ça m'a vraiment surpris quand tu m'as dit ça, quand on a préparé. Tu te rappelais plus des chiffres que tu avais lus, mais tu m'avais dit que finalement, la productivité n'a pas tellement augmenté, ce qui paraît juste foudingue, alors qu'on n'a jamais été aussi outillé, aussi équipé. Ouais. Donc, d'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que la tech et l'IA, parce que ça aussi, c'est un grand sujet, finalement simplifient, améliorent l'expérience collaborateur? Parce que cette productivité, c'est fou. Alors, déjà, sur la productivité, effectivement, on annonce que les ordinateurs vont tout changer dans les années, à la fin des années 80. Après Internet. Après, c'est Internet. Après, c'est le cloud. Après, c'est tous les réseaux sociaux. Après, c'est les robots. C'est évidemment l'intelligence artificielle. Les chiffres montrent que la productivité a relativement peu augmenté. C'est-à-dire que la productivité, là j'ai les chiffres, a augmenté, la croissance de productivité a augmenté en moyenne de 3,1% entre 1995 et 2005, à peu près dans le monde, aux États-Unis, mais à peu près la même chose dans le monde, mais est tombée à 1,4% entre 2005 et 2019. Donc, ça veut dire que la technologie ne change pas beaucoup de choses à la productivité. Et je suis même tombée sur un chiffre pour le Royaume-Uni. La productivité dans cette période n'a augmenté que de 0,5%. Alors, d'où vient ce paradoxe? Déjà, on pourrait dire que c'est peut-être la mesure de la productivité qui est mal faite. C'est possible. Il ne faut pas l'exclure. Mais c'est peut-être pas l'élément le plus important. La seconde explication, c'est que les révolutions technologiques sont lentes à se mettre en place. Par exemple, les ordinateurs personnels sont apparus au début des années 80 et ils n'ont été généralisés qu'au milieu des années 90. Donc, c'est 15 ans. Internet est apparu au début des années 90 et la transformation digitale, on en cause encore. Okay. C'est-à-dire que même si le temps d'implémentation est un petit peu moins long que la mise en place de l'électricité au début du XXe siècle, ça reste très long. Okay. Donc, l'intelligence artificielle, dont on en parle, il ne faut pas oublier que ça a commencé quand même en 1956, okay, et qu'il y a eu plein d'étapes, et on n'en est encore qu'au début. Donc, l'implémentation des technologies est lente. Et le troisième point est surtout, quand on automatise avec de la technologie, on remplace des travailleurs, mais on leur fait faire la même chose souvent. Donc, on fait une automation de ce qui existe. Donc, finalement, il y a le remplacement, on se débarrasse des gens, ou on en réduit le nombre, mais on fait finalement à peu près la même chose. C'est pour ça que la productivité est finalement marginale. Et ça, c'est un point que, effectivement, on oublie de dire la transformation du monde par la technologie. Comme j'ai touché à beaucoup de technologies depuis 38 ans, tout va en fait très lentement vite. Mais on s'aperçoit quand même que ce sont les pays qui adoptent le plus vite et le mieux la technologie. C'est-à-dire que quand on utilise l'automation pour faire ce qu'on fait déjà, donc il n'y a pas une productivité massive. Quand on a des entreprises, des pays qui utilisent la technologie pour la transformation et l'innovation, là, on a des résultats spectaculaires. Ouais. Et le résultat le plus spectaculaire du monde, c'est la Chine. Et le PIB de la Chine s'est accru depuis 20 ans de façon faramineuse.
Mais en revanche, dans les sociétés plus traditionnelles, le PIB, le produit intérieur brut, c'est pas le foot, quoi. C'est pas génial. En France, par exemple, le PIB en France, il y avait un accroissement de 6%, de l'ordre 6% dans les années 60, 4% à des poussières dans les années 70, 2% à des poussières dans les années 80, et là, aujourd'hui, on est à 1,2%. Donc, si on veut utiliser la technologie pour augmenter la productivité, il faut peut-être l'utiliser totalement différemment, et il faut l'utiliser avec l'intention d'innover. Sinon, on fait la même chose en simplement un peu mieux. Ouais. Et un peu moins de gens. Donc, et pour revenir à un truc sur si tu veux bien, j'ajoute quelque chose. C'est, par exemple, les gens ont peur des robots. Bah oui, mais en France, pourquoi avoir peur des robots ? Le pays est désindustrialisé, c'est là qu'il y a le plus de robots à mettre. Et donc, si on ne veut pas travailler au robot, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de paniquer. De la même manière, l'intelligence artificielle, on va dire, on veut des travailleurs qualifiés. Tout le monde découvre l'intelligence artificielle. Et les gens vont prendre des gens plus qualifiés, entre guillemets, mais au bout de 2 ou 3 ans, les gens qualifiés ne seront plus qualifiés, de toute façon. Donc, autant former tout le monde, aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, et se rendre compte que c'est un outil de formation gratuit, absolument phénoménal. Et mettre du ChatGPT, du Mistral, du Gemini dans les mains de tout le monde, parce que ça peut donner des idées. On prend un employé de banque, on lui dit, revoir tous tes emails avec Gemini. Déjà, il y a moins de fautes d'orthographe. C'est quand même... On augmente le niveau. Et on augmente le niveau de gens à la base, oui. Et il donne de meilleures explications aux clients. Et puis après, il le redit, donc il s'aperçoit qu'il écrit mieux. Et il ajoute sa touche, et d'un seul coup, l'employé de banque lambda devient un vrai partenaire comme conseiller financier de ses clients. Ça peut améliorer considérablement. Donc ça, c'est pour la note positive. Merci pour cette note positive pour finir. Qui tu aimerais entendre, toi, on arrive à la fin du podcast, qui aimerais-tu entendre, toi, dans un futur épisode ? Certainement plein de gens que je ne connais pas. Parce que j'ai vu que tu avais interrogé plein de gens et j'ai découvert plein de choses. Des gens extraordinaires. Dans les gens que je connais, pas des masses en France maintenant, mais quelqu'un qui pourrait avoir une contribution vraiment intéressante, parce qu'en plus il est très sympa et il colle fort, mais il est très fort. C'est un ancien employé à moi, Pierre Gobil, qui a créé une entreprise qui forme des entrepreneurs et qui est à Aix, en Provence. Donc, s'il est à Paris, je pense que ce serait fantastique que tes auditeurs aient son son de cloche, parce qu'il a fait aussi des entreprises aux États-Unis. Sinon, je pensais à quelqu'un, Carlos Diaz, qui fait Silicon Carne, qui est un podcast extraordinaire, fait dans la Silicon Valley, et aussi qui cogne, mais d'abord, il a une expérience extraordinaire d'entrepreneur lui-même. Il a interviewé un nombre extraordinaire d'entrepreneurs, donc je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'expérience collaborateur. Et je crois que à 2, vous pourriez faire un mix de Silicon Carne et de ton podcast. Ah, on va créer un nouveau concept. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous vous interviewez croisé, c'est ça, oui, une interview croisée. Oui. Ça marche. Merci beaucoup, Marilène, d'être venue dans Résonance. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, de te découvrir en vrai. Donc, vraiment, merci pour ça. Merci à toi et merci à tes auditeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un épisode de Résonance avec Marilène Delbourg-Delfis. C'était un plaisir de vous avoir à nouveau avec nous et à une prochaine fois pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.